Depuis la fin 2015, Vidéo Val-de-Drôme collecte des témoignages sur la vie des habitants de sa région. À de nombreuses reprises, nous avons rencontré des acteurs de la résistance ou des témoins des semaines difficiles qui précèdent la libération fin juillet 1944. Voici quelques-uns de leurs témoignages. On voulait que la France reste la France, voilà. On était profondément français dans l'âme. On était tous prêts, sans savoir exactement ce que ça représentait, mais prêts à donner sa vie pour la France, je crois. Les premières radios du coin ont été ici. Et, en gros, ceux qui ont fait la relation avec la résistance, ça a été mon grand-père et Louis Bouvier de Boussonnel. Hein, ça a été les deux premiers, et puis ensuite il y en a eu d'autres. Hein. Bon, à Beaufort, il y a eu... Bon. Pardon. Beaufort a donné, tous ces jeunes sont partis. Morin a eu la compagnie la plus importante de la résistance. Hein. Pourquoi? Parce que Gigord, Beaufort, Montant, tous les villages autour ont tous donné des hommes. Ils étaient là. Des fois ça a été le hasard, des fois ça a été... Non, il y a eu une culture qui s'est faite. C'était des gens qui se laissaient pas faire. Oui, voilà. C'est ça. Et à ton avis, ça a commencé très tôt, enfin, dans leur tête? Non, dans leur tête, ça a commencé assez tôt. Ils étaient là, ils étaient prêts à partir, ils attendaient l'ordre, hein, Montant, tous ceux que je connais, quoi. Pourquoi ils sont venus là? Parce que ils étaient engagés aussi par rapport à leurs parents qui avaient fait 14. La patrie, ça voulait dire quelque chose. Ouais, c'est ça. Ça, l'instit. C'est vrai qu'on leur a appris la France. La France, la patrie, la terre de nos pères, etc. Quoi. On est d'abord, premièrement, on est d'une famille musulmane, une famille juive, on est juifs, etc. Il est évident que je n'étais pas d'une famille de droite. Par conséquent, il y avait déjà cet engagement très, très calme, très lent, parce que bon, c'était pas une révolution. Enfin, on suivait une espèce de ligne laïque qui fait que liberté, égalité, fraternité avait été conquis par nos ancêtres et que finalement, on s'arrangeait bien, c'était bien. Et qu'on avait surtout, nous les héritiers, les jeunes de notre âge, on avait quand même cette fameuse guerre de 14-18 qui avait été une boucherie, mais on l'avait gagnée. On ne se rappelait plus, nous vivions au drapeau, je me rappelle à Paris. Moi j'étais à Paris, je voyais toutes les revues, ça me plaisait, mais j'ai autant dire que j'en ai vu des chapeaux volés, types qui ne découvraient pas quand un drapeau passait. Les gens n'étaient pas super patriotiques, mais ils étaient républicains. Donc ils faisaient ça, c'est un exemple frappant que je garde. Alors par conséquent, il y a eu ça, et puis la guerre est arrivée, envie de collaborer, à collaborer dans le bon sens, puisque je me suis engagé pour la durée de la guerre. Et puis la défaite, cette défaite qui a amené des gens que je n'approchais pas particulièrement, travail, famille, patrie à la place de liberté, égalité, fraternité, c'était pas mon job, ça me plaisait pas beaucoup. Et il y avait les Allemands quand même, les Allemands qui étaient en France, les Italiens qui nous ont fait beaucoup de mal, psychologiquement. Alors, évidemment, tout ça faisait qu'on avait un état d'esprit plutôt révolté. Et je sais qu'un jour, Morin et mon grand-père venaient à Beaufort, tous les deux,
en vélo. Alors à l'époque, on avait le temps de discuter, surtout quand on poussait le vélo à la montée. Et ils se sont dit, je sais pas quoi. Et je sais que Bourrin, ce jour-là, ils sont tombés d'accord. Lui, de droite, le grand-père, extrême gauche. Ils étaient d'accord. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? J'en sais rien. Oui, ça dépassait leur division. Personne l'a su. Même sa femme, même ma mère, personne n'a su ce qui s'était dit. Dans les années 41-42, on a commencé à parler résistance. Monsieur François, Pierre François, le père, qui est âgé, qui avait fait la guerre de 14, était une personne qui arrivait des Ardennes et qui avait été chassée en 1914 des Ardennes et qui avait fait la guerre de 14 et qui se trouvait à Cré. Donc il y avait déjà une haine contre les Allemands qui l'avait fait changer de région, qui était atterri à Cré. Et donc, on a commencé au basket à parler un peu de résistance. Jean-François, le fils François, qui a fini capitaine et qui a été tué à Bienfou, a formé, a créé ce qu'on appelait à l'époque les Compagnons de France. Et les Compagnons de France étaient au départ d'obédience pétainiste, jusqu'à un certain temps où ça a été dissous. Et c'est vraiment passé à la résistance complète. Et là, on a fait la collection de Bentrup. Bentrup, à l'époque, était instituteur à l'école supérieure. À 14-15 ans, j'avais autre chose, on pensait plus à aller courir les filles ou aller jouer au ballon que de la résistance. Mais bon, on était intéressés, là. Un jour, Jean-François me dit, on est en train de former un groupe, est-ce que tu viendras avec nous? Bien sûr, tous les basketteurs, les cernes, tout ça, on est en train de former un groupe avec Bentrup, donc que je connaissais, que je voyais au basket. Et donc là, on m'a coupé une pièce de 1 sou en bronze, on m'en a donné la moitié, on me dit, tu fais partie de la résistance. J'arrête mes études au brevet et je reviens à Saillant. À Saillant, qu'est-ce que je fais? Ben, je rentre à l'usine. Et en 1942, je suis appelé pour travailler en Allemagne. Vous savez que c'était la relève. Donc avant moi, deux camarades de l'usine étaient partis. Il n'était pas question pour moi, ni pour mon père, que j'allais en Allemagne. Donc je suis allé me camoufler dans une ferme, à Vacher-en-Ken, dans une ferme comme ouvrier. Alors là, on travaillait et on était nourris au cocher. Jusqu'au 6 juin. Et le 6 juin, Jean-François appelle mon père et il dit, Jeannot, on peut descendre. Et donc j'ai réglé mes affaires là-haut, dans la ferme. Je travaillais pour une femme dont le fils était prisonnier. On était deux appelés pour l'Allemagne qui travaillaient gratuitement mais qui étaient nourris. Et donc j'ai liquidé mes affaires là-haut, je lui ai aidé à finir ce qu'on avait entrinqué. Et j'ai rejoint la compagnie Bentrup à Bonavé. Est-ce que vous, avant d'entrer dans la compagnie Bentrup, vous avez vu des Allemands? C'est-à-dire, vous vous êtes rendu compte physiquement qu'ils étaient là, quoi? À Valence, il y avait des Allemands en occupation, mais à Cré, à Saillant ou ailleurs, ou à Die, on les voyait passer. On les voyait passer. Mais nous, ce qu'on avait eu, c'est qu'ici, dans le Diois, c'est qu'il y avait le fameux train qui avait sauté à Ponté, le déraillement du train de Ponté. Donc, et puis après le déraillement du train de Ponté, il y a eu la rafle. La rafle, donc on connaissait des jeunes, moi je connaissais des jeunes qui ont été raflés dans la rafle. Au début de la guerre, les Allemands, est-ce que vous les avez vus? Non, on les a vus que quand il y a eu le déraillement de train là, vers Cheny. On en parlait, mais on les a jamais vus. Les Italiens? Les Italiens? Oui. Non plus. Et les résistants, on les voyait, on savait? Ah ben les résistants on en voyait parce qu'on les plaçait dans les fermes là. Mon père était avec le maire de Sainte-Croix, le boulanger, et puis nommé Baffer de la résistance de Grenoble. Il empêchait les jeunes de partir en Allemagne, travailler en Allemagne, et les plaçait dans les fermes. Évidemment, le déraillement
Vous n'étiez pas prévenu. Non. Non, non. Vous vous souvenez de la journée où vous avez... Ben oui. Le matin, on entendait tirer en face, là-bas, on se demandait ce qui se passait. Et puis c'est de là qu'on a vu qu'il y avait un déraillement de train. Vous avez eu peur? Oh ben, j'ai peur, non. On attendait la suite, quoi. Mais vous vous doutiez que les Allemands risquaient de venir. Ah non, on ne savait pas. Et comment ils sont arrivés finalement, les Allemands? Comment ça s'est... Le train était le 23 décembre, ils ont laissé passer Noël, et puis le 27, ils sont venus dans les 4 communes, là. Ils ont cerné tout, impossible de se sauver. Et c'était là, après, il est arrivé un groupe qui passait dans les maisons, et ils ont raflé les jeunes de 18 à 46 ans. Et vous vous souvenez comment vous avez été vous-même pris? J'étais chez ma grand-mère là derrière, avec ma soeur Simone, et puis là c'était pas habité, il tapait un grand coup de crosse dans les pommes. Alors ma grand-mère pleurait, ma soeur aussi. Alors je ne savais plus que faire, moi. Alors je suis été voir mon voisin, M. Henri Magnan, qui avait fait la guerre de 14-18. Puis je pousse la porte, je lui dis, les Allemands sont là. Il y en avait 2 derrière. Alors, il y en a un qui est resté pour prendre le gendre, hein, puis l'autre m'a accompagné pour prendre un bout de pain, un manteau. Hein. Donc vous êtes parti avec rien sur vous, quoi. Oui, oui. On n'avait rien. Vous n'aviez rien fait. Ah non. Dans... J'étais arrêté parce que mon père plaçait les jeunes partir en Allemagne, les empêchait de partir en Allemagne et les plaçait dans les fermes. Donc vous pensez que lorsqu'ils vous ont arrêté, c'est parce qu'ils savaient quand même que dans votre famille, on avait des choses à se reprocher. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a pu y avoir des dénonciations? Oui. Oui. Vous pensez que c'est pas par hasard qu'on vous a arrêté, vous? Parce que celui qui nous a dénoncés, c'est un nommé Achard. Il était parti 2 jours chez Barbé. Quand il est rentré, il est venu dire à son neveu de partir dans les bois parce qu'il allait se passer quelque chose. Donc il a protégé sa famille. Oui, oui. Si je ne me trompe pas, vous avez été interrogé par Barbie. Oui. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ça? Il nous a demandé est-ce qu'on savait quelque chose sur les Allemands du train, on lui a dit que non, mais il ne nous a pas battus, rien du tout. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils vous ont emmené, Ben de là on est parti sur Compiègne, et puis de là après c'était Buchenwald, 2 jours de train. Alors sans boire, sans manger, rien du tout. Donc vous avez été à Buchenwald, et puis dans deux autres camps. Hein. Flossenbürg, et puis Radisco, en Tchécoslovaquie. J'étais un commando de Flossenbürg.
17 mars 1944, vous arrivez à Radichko. Oui. Qui, d'ailleurs, c'est une île, hein? Oui. Il y avait un espoir de s'échapper? Non. Non, non. Vous Il fallait traverser la Moldo à la nage. Il fallait être bon. Ah, Il fallait être bon. Vous y faisiez quoi? ah ben, moi, je faisais de la maçonnerie, de terrassement. Vous étiez logé où? Ben, on était dans un bloc. À Radichko, il y avait 2 blocs. On était 800 déportés. On n'était pas nombreux, de toutes nationalités. On n'avait rien à manger. Hein. Le matin, on avait une petite tranche de pain comme ça, épais comme ça, avec un bout de saucisson, une rondelle de saucisson. À midi, on avait 1 litre de soupe où il y avait 4 rutabagas qui flottaient dessus. Puis le soir, on avait la boule à 5. Alors c'était une boule de, je me rappelle, elle faisait 500 grammes, on était à 5. On était toujours en train de se retourner voir s'il y avait personne pour nous taper dessus. Hein. Car ça arrivait souvent. Ah ouais. Vous avez été témoin de beaucoup de décès. Ah oui. Ça arrivait. On attendait son tour. Alors je suis resté donc 39 à Cré, enfin à partir de la durée de la guerre, à partir de la déclaration de guerre, je restais à Cré, et puis ensuite, après, bon, j'ai passé le brevet, puis que faire? J'ai continué à Cré jusqu'en 42, je me rappelle plus, 42. En 42, où je suis passé les démarcations en foot pour monter à Paris, parce que mes parents m'ont dit quand même, rester à rien foutre ici, c'était pas... Je suis donc monté à Paris, passé la ligne, je suis monté à Paris, mais à Paris, voilà que on voit les affiches, l'armée d'armistice. L'armée d'armistice qui devait être une nouvelle armée, la pépinière d'officiers, sous-officiers comme l'avait été la Wehrmacht. Et on s'était foutu ça dans le crâne, et rien pouvait nous contredire. On croyait vraiment 100 000 hommes, oui, mais 100 000 hommes qui un jour en prendraient les armes. Ça, c'était indiscutable pour nous. Ça. Donc, je suis rentré dans l'armée d'armistice, et la seule chose qu'Hitler a bien fait, c'est nous démobiliser en 42, parce que d'un seul coup, je me suis retrouvé civil en 42. Parce qu'au fond, il y avait pour vous une sorte d'ambiguïté. Vous vous disiez que cette armée, un jour, se retourne... Ah oui, ça, c'était indiscutable, ça, pour nous. Pour beaucoup autour de moi, les gars qui étaient là. D'ailleurs, c'est si vrai qu'au départ du gouvernement Pétain, vous savez comme moi, on se disait « Oh, mais il y a un accord entre De Gaulle et Pétain ». Ça n'a pas duré, mais ça courait. Personne ne pouvait croire comment ça allait se passer. Tout le monde croyait qu'il y avait un accord tacite. Ça a commencé à foirer à Versailles-Québec. Là, ça a foiré indiscutablement. Mais au départ, ah ouais, on remettra ça, c'est sûr. Hein, bon, alors, en quelque sorte, dans notre folie de gamin, on disait on sera prêt. On se voyait déjà avec les galons dire oh, nous, on va mobiliser les gars, on va y aller. Mais bon, on n'y est allé rien du tout, parce que l'armée d'armistice, c'était la pauvre armée comme il y avait avant, les mêmes conneries. C'était pareil. Les héros, les types ils partaient en Afrique du Nord ou de part, mais ceux qui restaient, c'était des pauvres juteux. Enfin bref, je ne revenons pas sur la chose. Et donc, à ce moment-là, j'ai été démobilisé, j'étais à Vichy, quand j'étais démobilisé. Mais là encore, c'était bien joli, on était en demi-solde. Mais que faire? Je suis remonté à Paris, je suis rentré au chemin de fer, où je suis resté un petit bout de temps, et puis à la case 43 STO, et à une semaine près, feuille de rappel de l'armée pour servir ou dans les postes de guet, où ils avaient eu idée, ça n'a pas été très concrétisé, mais quand même, de faire l'accompagnement des trains allemands par des Français.
Alors, inutile de vous dire, j'ai pris le sac et j'ai foutu le camp. J'ai dit, maintenant je me tire. Et donc, que faire? Je suis venu à Cré, j'ai trouvé du boulot et je suis rentré comme bûcheron. J'ai fait le bûcheronnage et puis voilà. Ce qui m'a. Donc, j'étais horrible. Et je travaillais avec des. C'était pas des tendres, j'aime autant vous dire, les bûcherons. Hein. La première question qu'ils m'ont fait, fais voir tes mains. J'avais pas des mains de bûcheron à l'époque. Hein. Alors bon, ça s'est passé comme ça, mais parallèlement à ça, il est évident que les contacts étaient vite pris. Très discrets. Mais quand même, je connaissais pas mal de monde. Petit à petit, bon, on tentait le terrain, et puis bon, ça va, on était embauchés, sans connaître la plupart du temps, à part le gars qui vous avait embauché, qui c'est qui commandait. Bon. À cette époque-là, il y avait beaucoup de commerçants, d'artisans, etc., qui le soir allaient jouer à la manille ou à la belote. Alors, 4 copains qui se réunissent tous les soirs, on commence à parler, t'as vu un peu ce qui s'est passé, t'as vu ce décret, t'as vu ceci, t'as vu cela. Et il y en a toujours un qui va dire, mais merde, il faudrait quand même faire quelque chose, on se fait enfler là, et puis on fait rien, on bouge pas. Ah, ça commence à faire clic-clic. Il y en avait toujours un qui connaissait quelqu'un qui s'occupait de, bon, parallèlement, alors il y a ça, c'était la troupe, si j'ose dire, le recrutement, comme ça. Puis il y avait quand même des gars qui s'occupaient de réunir des groupes pour dire un jour, c'est que si ça pète, il faut qu'on soit là. Et alors, à Cré, par exemple, vous aviez Ponce, qui avait fait la guerre de 14-18, il avait donc des copains de son âge. C'était un marin, il était de gauche, il était de l'air, ça il n'aurait pas fait. Et son recrutement se passait dans les fronts populaires, les anciens marins, les types de son âge qui étaient à l'école, au lycée avec lui. Vous voyez, il avait qui eux-mêmes avaient des connaissances. C'était pyramidal. D'en bas, quand il y a eu l'étendue en bas, mais ça partait d'en haut, un type que personne ne connaissait, qui avait des copains, qui copains avaient des copains, qui copains avaient des copains. Et finalement, 6 jours, on s'est retrouvés, nous, une ribambelle. Bon, ça, c'était la compagnie de Ponce. Et naturellement, entre-temps, les Anglais, mais ça, c'est autre chose. Et puis, vous aviez des compagnies, comme par exemple la compagnie Beltrup, qui, elle, était un instituteur lorrain, et qui a recruté dans un autre genre, des gens plus jeunes, qui étaient plus ou moins certains compagnons de France, anciens scouts. Nous, c'était pas ça, c'était... La plupart des gars, c'était autour de la pastis. Non, mais il faut le dire, c'est vrai. Ça n'enlève rien à la volonté des gens, ça. Mais c'était pas la même clientèle, vous voyez. Il y a des groupes qui se sont formés, et les contacts, à ce moment-là, vous savez que Churchill voulait foutre le feu à l'Europe. Il avait dit, il faut mettre le feu à l'Europe. Il y a les groupements Bookmaster, entre autres, ont envoyé des missiles dominici. En France, nous, on avait le colonel Camers, le lieutenant-colonel Camers qui commandait Drôme Sud. Ces gens-là prenaient contact avec un A, alors ça commençait à prendre la... Alors oui, on ferait bien quelque chose. On voulait faire sauter des trains, on n'a rien. Un exemple. Hein. On voulait faire, mais on n'a rien. Alors, il a commencé les parachutages. Les parachutages, ça commence en gros vers quand? Le 43 à peu près. Donc elle était une petite main dans le système, quoi. Oui, jusqu'au moment où elle a été, donc il y a eu les événements de 44 à Beaufort, là, le bombardement du village, la milice et tout. Elle a dû disparaître, je ne sais pas comment d'ailleurs. Là, on l'a mise sur les grands réseaux, Lyon, Marseille, je ne sais plus quoi encore. Sur les grands réseaux où elle passait plus inconnue que par là, bien sûr. À l'état-major, je l'avais repérée comme une fille qui n'avait pas froid aux yeux, qui savait se défendre. Elle était partie en mission le 25 juillet parce qu'ils étaient perdus. Dans le Vercors, là, ils ne savaient plus comment ils allaient s'en sortir. Mon père ne savait rien du tout.
Rien. Et quand elle est partie avec une bicyclette. Et ils avaient mis dans le tube du guidon, ils avaient mis le message pour l'envoyer jusqu'à Bordeaux, parce qu'ils n'avaient pas de radio assez puissante dans le secteur pour envoyer un message à Alger. Elle est passée à Beaufort, puis à Beaufort elle a rencontré des Mongols. Vous savez ce que c'était que les Mongols? Qui l'ont arrêté. Ma soeur dit, moi, elle leur dit passer, elle fait voir le chef mongol, il dit, il faut laisser passer parce que moi, cousine Capoute, un peu plus loin, là-bas, elle a réparé le chef des Mongols, elle l'a accompagné jusqu'à Blacon, ils l'ont emmené à la commandantour. Et à la commandantour, pour traduire son français avec le commandant allemand, qui paraît que c'était un gros barbu, il était moche comme tout, il ne comprenait pas le français, ils sont allés chercher à la papeterie La Thune un Alsacien. Cet Alsacien, ça m'a fait pleurer un jour parce que je l'ai revu. Et l'Alsacien, lui, il n'était pas bête du tout. Il a compris tout de suite ce qui se passait. Alors, il a traduit à sa façon, et le commandant de la commandantour lui a fait un laissez-passer pour traverser la Drôme, pour aller jusqu'à Nouvelle-Répara ou à Cousine Capoute. Alors, de là, ma soeur, avec le vélo, elle est repartie. Et le commandant, il récupérait n'importe quoi, les Allemands, à ce moment-là. Il avait dit, vous laisserez votre vélo au retour, là. Hein. Après, il est monté jusqu'à vers Bordeaux, il a vu le capitaine Alain qui a repris le message. Et il a entendu lire le capitaine Alain qui disait, situation désespérée, demandons renfort immédiat, tout ça, pour le transmettre à Alger, quoi. Puis finalement, ça a servi à quoi? À rien du tout. À ce moment-là, mon père a dit « c'est terminé, on ne peut plus, et non seulement ça, mais il faut nous séparer ». La séparation est volontaire, c'est un calcul de votre père. Ah oui, tout à fait. C'est un calcul parce qu'il dit une famille avec 2 enfants, c'est beaucoup plus difficile. Et là, et par des protestants et francs-maçons d'ailleurs, par le monsieur Xueref, qui était l'un des enfants de Madame Cassignard à Givors-Lauzeron, et c'est comme ça que nous avons atterri à Lauzeron, où nous sommes restés jusqu'en août 1944. En 1943, on avait déjà vécu l'incursion des GMR et des miliciens à Amblaise, qui avaient capturé un cousin à Amblaise, qui était maire d'Amblaise, et puis qu'il a été déporté au fort Montluc à Lyon. Ils l'ont torturé, puis quand ils l'ont relâché, il s'est noyé chez lui, quoi. Et puis à ce moment-là, ils avaient pris le facteur Isingeard d'Amblaise, et puis ils l'ont torturé à Vassieux, ils l'ont brûlé sur une... Ça, on était au courant de tout, quoi. On vivait ça. La milice et les GMR, je ne les ai pas vus. Les Allemands, quand ils sont venus, je ne les ai pas vus non plus. On a commencé à les entendre venir par des coups de feu qui tiraient par la montagne. Et en passant, ils ont incendié une vieille maison au col de la Condamine. Ils ont après incendié le quartier du Grandjon. Après, ils ont incendié l'école. Parce que ma tante, à ce moment-là, qui était institutrice, elle s'était jointe au maquis et avait fait de l'école un genre d'infirmerie. Alors quand ils ont trouvé qu'il y avait une infirmerie, ils ont ramené des gerbes d'un champ et ils ont mis le feu dans l'école. Et à ce moment-là, il y en avait un, maquisard, qui était planqué à ce moment-là, qui soignait l'infirmerie. Il a juste eu le temps de sortir, il est resté toute une journée dans un champ de patates derrière couché. Comme ça. Et alors, ils ont ramassé des paysans, ils ont ramassé Gédéon Rayon, ils ont ramassé des paysans des alentours, et puis ils les ont fait défiler devant eux, parce qu'ils savaient qu'il y avait le poste de commandement
plus, général de la Suisse ingénieuse plus haut, et pour pas qu'on leur tire dessus, ils faisaient défiler les gens du pays par devant. Et les maquisards, ils ont eu la présence d'esprit de ne pas tirer. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de massacre. C'était le 5 août 1944. Mon père et tout ça, on l'a pris par le bras, on a dit on va aller dans la montagne. Et on regardait flamber les maisons dans la montagne, tous en pleurs. Alors, on regardait ça. Mon père, lui, ça m'est toujours resté. Il a dit je vais y aller, comme il était maire. Il dit je vais y aller. Il est descendu un peu dans les champs par-dessous, puis nous, ma sœur et moi, on lui a couru après, on s'est accroché, il a dit tu vas pas plus loin, tu vas pas plus loin, tu veux pas, on veut pas que tu y ailles, on veut pas que tu y ailles. Il savait plus comment faire. Et il a bien fait. On a bien fait de le retenir, parce que je sais pas ce qui serait arrivé de lui. Les actions, ça a été quand même quand les Anglais s'en sont vraiment mêlés, parce qu'on avait plus d'armes quand même. Quand on était réseau anglais, on avait un peu plus d'armes que les autres. De toute façon, la France libre devait passer par les Anglais pour voir quelque chose. Mais enfin, on en avait un peu plus. Et alors les parachutages ont commencé, ce qui nous a fait des armes. Alors, c'est là où les paysans entrent en jeu. Ils y étaient déjà. Mais là, il fallait trouver des champs. Il fallait planter les arbres. Et ça a été très important. Et, chose importante, qu'on ne dit pas toujours, c'est qu'il y a eu des actions, beaucoup d'actions à partir de ce moment-là. Mais c'était des corps francs. C'est-à-dire? C'était des gens qui étaient spécialisés là-dedans. Comme nous, on avait un corps franc, l'ancien cheminot, mais le gros de la troupe, enfin le gros des inscrits, il n'y avait pas de troupe à ce moment-là, de participer, il y avait le corps franc, il y avait les gens qui participaient au parachutage, et il y avait tous les postulants qu'on savait qu'il y avait quand même les graduations. Quand j'ai été arrêté, j'avais un très bon copain. On sortait avec sa fiancée, et puis ma femme et tout. Tous les dimanches, on allait se baigner, etc. Eh bien, j'ai appris, enfin j'ai vu, le 6 juin 1944 qu'il était dans la résistance. Pourtant, il savait que j'avais été arrêté. Il savait, tout le crève savait. J'ai été arrêté, il savait que mes opinions avant, pendant et après. Moi, j'étais moins sûr. J'en ai jamais parlé. Mais c'était à lui à parler. Lui savait, moi je ne savais pas. Eh bien j'ai appris le 6 juin qu'ils étaient dans la résistance. Après tout, on pouvait peut-être vivre sans être emmerdé. Pourquoi pas? Ben, il fallait quand même faire attention, hein. Il ne fallait pas se trouver à l'endroit où il ne fallait pas. Mais est-ce que vous aviez le sentiment que la population, de façon diffuse, vous était plutôt favorable? Non, il fallait la fermer. Il fallait la fermer. Il ne fallait pas raconter qu'on était... Les gens le sentaient, le savaient, parce que si vous voyez un type de la ville dans une ferme, d'un bicycle de ferme, il n'était pas dingue. Hein. Il le savait, il le devinait. Chose qu'on ne voit plus maintenant, quand à cette époque-là, dans les trains, on était contrôlé, mais à la sortie des gares, comme à Valence, il y avait une guérite où il y avait un employé qui vous ramassait le billet. Mais là, il y avait toujours des miliciens
le contrôle de sale gueule. Hein. On risquait le manque de peau. Le manque de peau, et puis alors, se trouver un endroit où il ne fallait pas. Est-ce que vous avez eu la pétoche? On vivait avec. On vivait avec notre temps. On courait les filles. On dansait pas, il n'y avait pas de bal, sauf les clandestins, mais enfin bon. On lisait, on écoutait la radio. On se marrait des fois bien. On avait 20 ans. À 20 ans, on ne voit pas les choses de la même façon. T'embrasses une fille, tu te fous du reste. Seulement, petit à petit, ça va se serrer, tout ça. Carte d'alimentation, contrôle des jeunesses, les cartes de travail. Alors, il est évident que on va passer d'un pays libéral à un pays dictature, quoi. Il faut faire attention à tout. Nous avons eu tout de suite le maquis Pierre, là-haut. Qui était situé exactement où? Chez nous, à la ferme. À la ferme. À la ferme. Combien de jeunes? Ils étaient une quinzaine, ils étaient nombreux. Et puis tout le monde arrivait de la vallée. C'était un coin idéal, un refuge. Les Allemands ne sont jamais vendus. Tous les Scoulins, toute la population était dans votre poche. On se méfiait quand même. On se méfiait quand même. Ah oui, on se donnait rien, hein. Ah oui, on avait un peu peur de... D'un pour d'un. Ah. Ah oui. On avait un peu peur les uns des autres, on se méfiait. On n'a jamais eu peur. On fonçait. Mais pourquoi vous n'avez jamais eu peur? Qu'est-ce qui vous donnait? Non, moi j'ai jamais eu peur et puis j'ai jamais peur. C'est marrant, c'est un état d'esprit peut-être, je sais pas. Mais enfin, de toute manière, quand on a peur, il faut essayer de savoir pourquoi. Et ça améliore tout. Oui, mais enfin, il y avait quand même quelques motifs d'avoir peur quand même. Vous pouviez vous méfier des voisins. On était inconscients. On était jeunes. On ne voyait pas la mort à côté de nous. Pas du tout. Oui, la gendarmerie de Saillant a été formidable. Chaque fois qu'il y avait une enquête à faire, il m'avertissait la veille. Madame Caillé, nous montons demain. Hein? Alors tous les maquis ils disparaissaient. disparaissaient. Nous, le 6 juin, bon, c'était bien incapable de savoir qu'on serait plusieurs centaines à venir toucher des armes au champ de foire. Alors qu'il était le patron. Donc Ponce ne sait pas, justement par cette fonction pyramidale, parce que le 6 juin du matin, moi les copains viennent m'appeler, ils sont là, bon, j'appelle mes copains, et on va se trouver tous au champ de force. On sait qu'il faut le champ de force toucher des armes. Mais Meldrum, c'est pas ça. Lui, c'est qui fera quoi. Nous, on ne sait rien. Nous, on va trouver des mecs de 40 ans, 50 ans, c'est pas tout de suite. Mais ça, c'est le caractère de Ponce, excusez-moi, qui est un peu bordélique, ou bien est-ce que c'est parce qu'on garde un peu le secret sur ce que sera l'organisation? Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Théoriquement, on est régi par les mêmes lois que l'armée, on touche des soldats. Au Vercors, dans le Vercors, on a touché notre tabac et le solde. Il y avait des gens qui payaient, hein, des grosses sommes, qui donnaient des sommes et tout. Hein. Il y avait le civil, il y avait le côté civil. Et puis à ce moment-là, le 6 juin, ça s'est révélé vachement important. Hein. Là, c'était plus de la plaisanterie, il y avait vraiment de la résistance. Et puis alors, il y avait des politiques qui s'en sont mêlés. Le 6 juin, ça a été... On avait les fusils hein, dans la rue, la poste était prise, la gendarmerie était prise, la ville était complètement insurgée. Et le 6 juin, les types sont arrivés en char à banc ou en camion ou en voiture pour mettre d'ailleurs j'ai un dessin où on voit les caisses des armes
Tu es là, un fusil, tu es là, un fusil, tu es là, ah ben salut, tiens, voilà. Les Allemands sont rentrés à 1h30 venant de Valence. Alors ça a vraiment été un combat parce qu'ils sont passés par la gare, ils ont investi la gare, ils ont investi par la tour, ils ont cerné, ils avaient fait la guerre, hein, ils ont cerné le secteur, et on est parti sur Ésaü pour se planquer. Parce que là, maintenant, la ville est investie, parce qu'on croyait vraiment que toutes les villages et villes s'étaient révoltés. C'est pas vrai, Valence n'avait pas bougé, Cré a bougé, il y a un autre secteur qui a bougé aussi, mais les Allemands avaient largement de quoi se dire stop. Dans nos campagnes, la guerre, on s'en est pas vraiment rendu compte. On a toujours mangé, on a toujours... Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on avait vu les Allemands, enfin, avant les événements de 1944? Non. Non. On savait que les Allemands existaient, mais je ne les avais jamais vraiment vus, rencontrés, non. La première fois que j'ai vu des Allemands, c'est quand ils sont arrivés à Espenel. Est-ce qu'on voyait des résistants? Oui, bien sûr, puisque dans le village d'Espenel, il y avait un camp de résistants qui existait à Espenel, qui était dans un endroit qui s'appelait Le Comte, juste au-dessus de la ferme où mon oncle habitait, mon oncle et ma tante, donc ma propre famille. Les résistants, ils étaient juste là au-dessus, dans une grosse ferme où ils étaient tous, quoi. Je les voyais. Est-ce que je réalisais que c'était des résistants? Est-ce que je savais vraiment qu'ils étaient là pour défendre la France, la défendre, ou bon, c'est un bien grand mot, hein. À table, à la maison, lorsqu'on mangeait, ou est-ce que vous avez le souvenir que on parlait de tout ça, ou bien est-ce qu'au contraire on se tenait à carreau, si vous me permettez l'expression? Ah ben non, on parlait de tout ça, oui. Oui, on parlait, bien sûr que j'entendais parler de la résistance. Et bien brutalement, le 21 juillet, les Allemands qui étaient à Valence ou qui montaient sont arrivés par les montagnes, par la route, un peu partout, et ils ont mis le feu au village. J'étais dans la maison quand les Allemands sont arrivés. Leur façon de faire pour mettre le feu, ils lançaient des plaques incendiaires dans le ciel. Ça faisait comme un cercle, et quand ça tombait, ça faisait comme une bombe ou comme un pétard, pouf, et ça mettait le feu. Quand ma maison a brûlé, moi, il y avait déjà d'autres maisons qui avaient brûlé. Il y avait une cabane qui était en dessous du village, qui brûlait. Moi, j'étais encore dans la maison avec maman, ma grand-mère. On était encore là. Et la maison brûlait, la cabane brûlait. Donc, les Allemands étaient là. Donc, maman a dit, il faut qu'on parte. Et on a traversé le village. On est arrivé sur une partie du village qui s'appelle le Collet. À ce moment-là, il y avait un avion qui mitraillait. On a juste eu le temps de rentrer dans une remise, qui existe encore d'ailleurs, de rentrer à l'intérieur. J'étais avec maman, ma grand-mère, mon petit copain de mon âge qui avait 8 ans, moi j'avais 10 ans, et la maman de mon copain, Marguerite, qui était une amie à maman. On était là-dessous, et nous voilà en train de réciter notre Père, je vous salue Marie. Et pendant ce temps, sur le toit, l'avion mitraillait pendant 1 heure. Les balles roulaient sur le toit. C'était infernal. Et voilà. Et est-ce que j'avais peur? Je ne sais pas, on ne réalisait pas. Mais on a assisté à ça, l'avion mitraillait. Et là, on est reparti sur la route pour aller à Barboux. C'était un endroit où il y avait une cabane aussi, où beaucoup de gens du village s'étaient réfugiés. Alors qu'on est allé dans cette cabane, on a récupéré ma grand-mère, on est allé dans cette cabane, et là on a attendu longtemps, on a même dormi là. Mais de cette cabane, moi j'ai vu la fumée du village. Tout le monde disait, le village brûle, le village brûle. On a passé la nuit dans cette cabane,
On était nombreux, quoi. Et le lendemain, maman a dit, il faut qu'on aille dans une autre cabane. On va marcher toute la journée, on va mettre longtemps pour arriver aux Pérouses, parce qu'il y avait l'avion qui mitraillait, il fallait qu'on se cache, et on marchait dans l'eau, et il pleuvait. Et on était tous trempés, enfin on est arrivés aux Pérouses, dans cette cabane, où il y avait de la paille. Je crois que c'est mon oncle André qui nous avait préparé des ballots de paille pour être installés confortablement, hein. Est-ce que vous avez vu des résistants, si j'ose dire, au combat à ce moment? Non, jamais. Jamais. Donc clairement, les Allemands étaient là, c'était une expédition punitive. Ben, je crois que, pour répondre, je crois qu'ils sont venus parce qu'ils savaient qu'il y avait un camp de résistants. Et alors vous êtes resté donc dans cet abri pendant combien de temps? Au Pérouse, on est resté quelques jours. Au village, il y avait des personnes âgées, il y avait des malades. Et maman et madame Genevesse ont décidé un jour de retourner dans notre maison au village qui n'avait pas brûlé. Alors elles ont dit, pour retourner au village, il faut qu'on sache si on peut y aller. Et il y avait au pont d'Espenel ce qu'on appelait la commandature. C'était le rassemblement du bureau des Allemands qui attendaient les ordres. Hein, ok, voilà. Donc un jour, elles sont descendues, toutes les deux. Elles ont expliqué aux Allemands, est-ce qu'on peut retourner chez nous parce qu'on est dans une cabane, on n'a plus d'eau, on n'a plus rien à manger. Et les Allemands, là je rapporte ce que mes parents m'ont rapporté. Ça, moi, je ne l'ai pas vu. Les Allemands ont répondu, nous, on ne met plus le feu. Mais on peut recevoir un ordre et remettre le feu. Et c'est ce qui s'est passé. On est tous arrivés à la maison, maman nous a fait manger. Et on est allé se coucher. Dans les chambres, tout le monde, il y en avait de partout. On était tous couchés dans la maison. Les Allemands, il y a eu une plaque incendiaire qui est tombée juste à côté de la maison de maman. La maison de maman était attenante à une grange à foin. Et la bombe, ou je ne sais pas comment appeler, enfin, la plaque incendiaire est tombée là, ça a mis le feu. C'était au mois de juillet. Les fenêtres étaient très grandes ouvertes. Il y avait les panneaux que ma maman avait brodés au crochet, qui brûlaient quand j'ai ouvert les yeux. La maison, elle commençait à brûler, parce que la grange à foin, ça a vite brûlé, quoi. C'était rapide. Alors tout le monde, maman a réveillé tout le monde, réveiller tout le monde était réveillé. Mais ce qu'il faut dire aussi, que dans le même temps, monsieur, dans le même temps, c'est qu'il y avait des Allemands aussi dans la maison. Vous savez ce qu'ils venaient faire, les Allemands? Là, vous allez être surpris sans doute. Ils aidaient maman à sortir les vêtements. Ils aidaient maman à sortir les vêtements qui étaient accrochés. Un matelas. Je vois un Allemand qui était en train de tirer un matelas. Maman essayait de sauver des vêtements, qui a aidé maman à sortir un matelas. Et puis nous, comme il y avait des enfants, il y avait moi, ils disaient plus Bambi, ils cherchaient, ils demandaient s'il n'y avait plus d'enfants aussi. Vous voyez ce côté aussi. C'est quand même fou, hein. Quand maman était descendue à la commandature, ils avaient dit qu'eux ne mettaient plus le feu, mais que d'autres qui pouvaient recevoir un ordre, mais que tous les hommes de 16 à 70 ans, tous capoutes. Alors elles étaient revenues dire à mon oncle, à mes oncles, à tous les hommes qu'il fallait partir, quoi. Et les hommes étaient partis ce jour-là dans un lieu qui s'appelait Autonil. Et nous, donc, on était partis au pont d'Espenel, où les Allemands nous avaient, comment dirais-je, on était presque des otages. S'ils avaient beaucoup de morts, eh ben nous, on aurait été fusillés aussi. Alors moi, je suis partie avec ma voiture de poupée, ma poupée dedans et un sac de farine que maman avait mis dans ma poussette. Et on est descendu au pont d'Espenel. On était tous en bas. On vivait avec les Allemands, parce que les Allemands étaient là aussi.
Il y avait les vieux Allemands qui étaient humains. Et puis il y avait ces jeunes Allemands, c'était les SS, qui nous faisaient manger à midi. Il y avait un appartement, on dormait tous par terre. Hein. Et maman montait tous les jours à Espenel, à pied, pour chercher. Elle avait caché des choses, elle avait caché des morceaux de lard, elle avait caché des saucisses, parce qu'on tuait le cochon à la maison. Et elle montait pour chercher à manger. Elle rencontrait les Allemands dans le village, qui étaient corrects, tout à fait corrects, qui disaient bonjour. Un jour, quand on était au village avec maman, on rencontrait les Allemands qui nous disaient « Aujourd'hui, 3 capoutes ». Alors, bon, moi je suivais maman, hein. On montait au village, et au village, dans une maison qui avait brûlé, il y avait une descente d'escalier. Il y a maman qui dit, là, il y a quelqu'un là. Et donc on s'est avancé, on a reconnu un monsieur d'Espenel, qui avait été tué par les Allemands, qui était là. On a vu aussi en montant, au-dessus d'une route, il y avait deux jeunes résistants qui étaient morts là. C'était horrible d'ailleurs, hein. Ils avaient le crâne complètement bourré d'asticots, qui étaient morts là. On a quitté Espenel parce qu'on ne pouvait plus rester. Tout avait fini de brûler. Après, on a vécu un petit peu au pont d'Espenel, là. Et après, on est parti à Saillant, dans une maison qui appartenait à des cousins. Et à ce moment-là, il y a cette colonne allemande qui arrive, qui nous arrête. Et il y avait devant moi, comme je vous vois, il y avait un vieil Allemand avec une barbe comme ça, qui s'arrête. Je ne peux pas dire que j'avais peur, je ne réalisais pas, quoi. Tout le monde, toute la colonne était arrêtée, et il vient vers moi, il me prend dans ses bras, et il me serre contre lui, et je ne peux pas dire exactement ce qu'il m'a dit, mais à un mauvais français, il disait « plus la guerre, moi enfant, pas nouvelle », et il pleurait, Et puis il me repose par terre, comme ça. Puis il avait une espèce de musette dans le dos. Il défait sa musette, il la met par terre, il ouvre sa musette, il sort une boule de pain et qu'il met dans ma voiture de poupée, parce que j'avais toujours ma poupée. Moi, j'avais sauvé ma poupée, moi, hein, j'allais pas la laisser. Hein. Et il me donne sa boule de pain. Et en partant, il m'embrasse encore et il part. Et ben, ça m'a marqué, vous voyez, parce que longtemps après, quand je réalisais les choses de la vie, l'Allemagne, les camps de la mort, les fours crématoires, la déportation, et que je repensais à cet Allemand, c'était un homme comme vous et moi, et qui souffrait, et qui avait sans doute fait la guerre de 14, et qui était là parce qu'il était là, mais il ne savait plus pourquoi il était là non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui m'a marqué, ça. Cet Allemand qui pleurait de me voir moi, qui pensait à ses enfants. Un jour, il y avait des avions qui mitraillaient. Ils passaient tellement bas qu'ils faisaient tomber les feuilles des peupliers. Et j'ai eu peur quand j'ai entendu les premières balles. Alors j'ai pris ma petite fille sous le bras, et je suis venue, elle était couchée, et je suis venue l'habiller, la contre, parce que ça faisait un talus beaucoup plus profond. Alors, et puis je fais une bêtise, parce que s'ils m'avaient vu, ils me tiraient dessus. Et ils ont même mitraillé à Suse une maison avec des cartouches incendiaires, quoi. Ils ont incendié une maison, la maison de M. Rioufol, à Suse. Quelqu'un au Berthalet dit: les Allemands arrivent, ils ont passé le pont des Grands Chenaux et ils vont monter vers ici. Alors j'étais avec ma petite qui avait 2 ans, et puis ma cousine, on a pris nos gosses, on a dit: mon Dieu, s'ils arrivent là, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a pris nos gosses, et avec une couverture, on est allé coucher dans un grenier à foin là-haut, dans la maison éloignée. Alors on avait quand même peur. Mon mari, quand il a pu travailler, je vous ai dit, sur la route, il est allé travailler pour la compagnie Morin, et pour les Beaufortois qui étaient tous partis dans la colline, il faisait du pain chez M. Jean. Et un jour, on leur dit, il y a des camions qui montent,
Et les camions des Allemands qui montent, il faut partir. Mon mari dit, mais moi je pars pas tant que je n'ai pas le pain, hein, je ne veux pas laisser le pain dans le four. Il a attendu, avec M. Chanoyer et M. Jean, ils ont pris le pain bouillant sur le dos, et ils sont partis là-haut, où il y avait les gars du maquis, et il y avait les Beaufortois qui avaient quitté Beaufort. Et c'est mon mari qui leur a porté le pain là-haut. On a vu passer les planeurs qui arrivaient à Vassieux. On croyait que c'était les Américains. Nous on s'est étonnés. On a dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ces engins-là, on n'avait pas l'habitude. Et puis, il y a eu ce qu'il y a eu, ils sont arrivés à Vassieux. À Vassieux, ils croyaient que c'était des Américains. Et puis... Parce que lorsque vous dites ça, vous voulez dire que les planeurs... Ils passaient là. Au-dessus de la vallée de la Germanne? Oui. Ah oui. En travers, comme ça, et ils filaient vers Vassieux, là-bas. « 19 août 1944. Les voitures allemandes s'agitent. Les Allemands partent. L'armée de fer déménage à la cloche de bois. Le départ devient une rave. Des trains de camions descendent les Champs-Élysées, chargés d'hommes et de matériel. On disait autrefois, ils nous prennent tout. Bientôt on dira, ils nous ont tout pris.